Et je dirais juste, pour conclure quand même, comment, finalement, sur le premier point que j'aborde, c'est le départ de M. Ayagon, c'est-à-dire que nous avons d'abord demandé le retrait nous sommes des gens bien élevés, le retrait de cette exposition. Et puis, nous avons eu tout un ensemble tout le monde nous a rejoints, si je peux dire, petit à petit, même ceux qui nous avaient critiqués, devant l'énormité de la chose. Et je vais simplement vous dire, donc, Versailles, ces expositions, c'est le meilleur au profit du pire. Et comment les choses se sont passées. C'est-à-dire que nous avons eu une internationalisation très rapidement, dès août 2008, lorsque la secrétaire d'une association internationale m'a dit « Vous avez franchi le Rhin », n'est-ce pas? Ça m'a rappelé quelque chose, et je lui ai dit « Nous sommes en train de gagner », parce que tout de suite les Allemands, nous avons les Allemands, les Hollandais, et de ce côté du Rhin, qui sont intéressants. Ensuite, on a eu un impact médiatique très fort, je vais faire rapidement. Ensuite, le personnel du château lui-même s'est révolté, a fait une pétition, il a été calmé par les moyens bien classiques. Le canard enchaîné, pour une fois, a dit la vérité, et ceux qui se gaussent d'une nouvelle art officielle au goulag. C'est quand même extraordinaire. Les guides interprètes ont été priés de dire ce qu'il fallait dire. Ensuite, le livre d'or a été supprimé. Nous avons mesuré 95% des touristes qui étaient insatisfaits, et lorsque nous leur expliquions le scénario, je veux dire, de sextoys qu'il y avait dans les grands appartements, parce que ce sont des sextoys, eh bien, ça faisait 100%. Ensuite, nous avons dénoncé l'inversion des valeurs. Il y a eu des procès jusqu'au Conseil d'État. Le départ des grands mécènes que la presse a étouffé, je ne donnerai pas les noms, mais je les connais. Et le 4 janvier 2009, Madame Albanel, donc ministre de la Culture, qui avait la charge de défendre, je veux dire, le droit moral des œuvres. Parce qu'il y a deux types de personnes qui ont qualité pour défendre les œuvres d'art. C'est d'une part le ministre de la Culture, d'autre part un héritier. Et c'est pour ça que nous avons demandé à un prince qui à l'époque était Charles-Emmanuel, et celui qui relève le flambeau maintenant, c'est le prince Six-Henri Bourbon, d'aller en justice, parce que lui seul pouvait défendre le droit moral des œuvres qui sont atteintes par ces expositions. Donc, Madame Albanel, qui n'avait pas répondu à notre lettre, disons dénonçant le néo-vandalisme spéculatif, le 4 janvier, c'est-à-dire le dernier jour de l'exposition de Jeff Koons, a désavoué cette exposition. Donc c'est une grande victoire. Évidemment, ce qui a obligé le chef de l'État le 13 janvier, lors de son discours donc au monde de la culture, que j'ai encore écouté hier et qui était très intéressant à entendre, il a défendu, je le fais très court, cette exposition pour sauver évidemment ce qui intéresse évidemment tout ce système hégémonique de New York, en disant en gros que on peut aimer ou ne pas aimer, mais si on n'aime pas, c'est qu'on a une fermeture d'esprit qu'il vaut mieux ne pas avoir. Ensuite, donc il y a eu l'exposition avec Murakami, et vous avez Madame Muracé qui est ici, qui a défendu l'honneur de l'empereur du Japon. Alors le processus était le même avec Murakami, c'est-à-dire que vous aviez la tête de Louis XIV et du Bernin, et vous avez un petit gnome qui fait le salut fasciste. Voilà la grande intelligence, évidemment, de ce qui est fait au sujet de l'État. Et je dirais que l'autre chose, c'était l'empereur du Japon qui était ridiculisé par le roi nu. Bon. Alors, voilà ce qui était fait. Donc, il y a eu cette action en justice, auquel, bien entendu, le prince et Monseigneur, donc, qui a fait cette action, Maître Maviel qui nous en parlera. Donc, puis, les académiciens sont rentrés en ligne. Vous savez, les amiraux rentrent quand la bataille est gagnée. Vous aviez Marc Fumaroli, vous avez Jean Clair, et celui qui aime amuser la galerie, mais pour une fois c'est amusant, Jean d'Ormesson, qui a dit en face à face à Ayagon qu'il fallait venir de plus en plus nombreux voir l'exposition de Murakami. Évidemment, Jean-Jacques Ayagon n'avait jamais été aussi heureux de sa vie, mais à la fin de l'envoi de touche, Jean d'Ormesson a ajouté pour en montrer le ridicule. Et là, donc, j'approche de la fin, et donc, voyant ce qui se passait, voyant qu'effectivement la réprobation et le rejet étaient générales, donc nous avons adressé une lettre au président Sarkozy le 21 septembre 2009, disant que
demandant la démission de Jean-Jacques Aillagon qui portait atteinte à l'image de la France, et je pourrais vous développer tout ça. Et c'est sur notre site internet, je le rappelle, Coordination Défense de Versailles. Ce qui est très intéressant, les Américains, évidemment, vont toujours à l'essentiel. Et Harper's, qui est le magazine le plus prestigieux des États-Unis, a immédiatement traduit nos textes en anglais pour que tout le monde comprenne ce que nous demandions au président Sarkozy. Et vous savez que le président Sarkozy aime beaucoup les Américains, puisqu'on dit qu'il aurait préféré être président des États-Unis. Bon, il ne faut pas désespérer. Eh bien, donc, il a mis un certain temps à comprendre, mais entre-temps, il y a eu l'exposition des trônes, qui était de dérision, qui a conduit le personnel à se révolter, puisque je vous le rappelle, quand les gens viennent voir les chefs-d'œuvre de Versailles, c'est pas pour qu'on interpose des aspirateurs et tout un ensemble de choses qui empêchent de voir. Bon, ça tout le monde peut le comprendre. Et c'était dangereux. On n'a jamais vu autant d'ambulances devant le château. Il y a quand même des personnes qui ont des difficultés. Et ça nous a mené ensuite, donc le 30 septembre, nous avons appris, et ça on est dans le Homard Thermidor, j'en dirai deux mots, nous avons appris effectivement que M. Aillagon était congédié. On aurait pu en douter compte tenu de son âge, mais il a montré vraiment, effectivement, qu'il ne s'y attendait pas. Et là, c'est la petite faute de vous. Il aurait mieux fait. Alors, nous avons eu des félicitations que ma modestie ne permet pas de nommer, mais je vous donne quand même pour cause qu'il y a eu Madame Picasso, Pamela Picasso, qui nous a apporté ses encouragements. Je vais dire en passant. Voilà, en passant. Alors, voilà, donc, c'est ce qui a conduit, et je vais passer la parole aux autres, donc, au départ d'Aillagon, et juste le symbole du homard thermidor, comment nous y sommes arrivés. C'est-à-dire que le homard est à l'origine. Le homard se mange. Et le homard renvoie à un scandale qu'il y avait eu, de quelle manière, c'est un plat qui avait été fait par un restaurateur intelligent, qui avait fait un plat au homard thermidor, parce qu'en face de lui, il y avait une pièce qui s'appelait Thermidor, qui a donné l'occasion à tout un ensemble de combats, parce qu'évidemment, on contestait l'oppression de Robespierre, vous l'avez compris. Et ce qui est amusant en Thermidor, c'est que tout de suite on entend Thermidor, il y a un terme, ça dormait en Thermidor, mais en même temps, Thermidor, c'est la chute de Robespierre, donc d'une tyrannie, et ça avait donné un débat à la Chambre, que je préfère ne pas indiquer parce qu'il a été censuré sur le site de l'Assemblée nationale, au cours duquel Clémenceau a dit « La révolution est un bloc », mais je ne vous en dirai pas plus, ce qui est intéressant, c'est comment il l'a justifié. Donc nous arrivons, je vous ai dit, c'était très important, la première grande victoire, et il y en aura d'autres, du départ de M. Aillagon, qu'il a quand même bien mérité, et il y a deux autres victoires. Et je vais donner la parole donc à Madame de Villars, d'une part, et puis à Monsieur Laroncière, après, pour Monsieur, pardon, Guy Escudier, pour le départ des ferrailles de Venise. Voilà, je vous remercie.